Voici 2 jours que ce monsieur me court après. Avec une arme. Et il a sorti une arme devant ma fille. Là, voici. Vous ne touchez pas. Je sais manier des armes. Moi, je sais manier des armes. Je vais te battre. Je vais te battre. J'appelle le gouverneur, il ne décroche pas. Vous allez me dire, présentez-vous. Vous sortez une arme. Bonjour mesdames, messieurs, je suis Jacques Bekraman. Je suis la chaîne belle et je veux me faire, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Voici un monsieur qui m'agresse avec une arme. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ne me touchez pas. 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 Vous n'arrêtez pas. Prenez-le. Allez. Oh, si tu veux, c'est que tu vas donner. Allez, prenez-le. Quand l'imbécile. Allez, amenez-le. Bonjour, je suis Jacques Bekraman. Je viens de subir toutes les tortures du monde. Je suis actuellement interné. Je suis actuellement, au lieu d'être aux urgences, j'ai été amené de force à l'hôpital La Quintini, pavillon psychiatrique. Il me torture et au lieu de m'amener aux urgences, il m'amène au pavillon psychiatrique de l'hôpital La Quintini. Je suis retenu captif ici, alors que je n'ai aucun problème d'ordre psychiatrique. La police du commissariat du 2e arrondissement m'a molesté, tabassé. Le commissaire spécial du commissariat du 2e arrondissement m'a dit qu'il agissait sous les ordres de la présidence de la République, qu'il agissait sous les ordres du délégué régional de la police pour le littoral. Ils m'ont cassé ma tête. J'ai perdu beaucoup de sang. Je suis très fatigué. Je souhaite rentrer chez moi. S'il vous plaît, faites venir des gens ici. Make noise. Make noise. I want to live here. I want to be in my home. I want to be with my children, my child. Please help me. I am Cameroonian. My name is Jack Bekraman. I just have one problem. I love my country. I love Cameroon. Thank you. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être debout ce matin, de le glorifier et de célébrer la vie. Appelle-le comme tu veux, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessé, Lob, God, Job, Allah. Glorifie-le et célèbre la vie. Moi, je me lève ce matin avec la joie de vivre, d'être vivant. Parce qu'il y a d'autres, en ce moment où je vous parle là, certains parmi vous, parmi nous, nous allons recevoir avant la fin de la journée la nouvelle que nous avons perdu l'un des nôtres. Ou vous allez recevoir la nouvelle, là, tout de suite là, il ou elle nous a quittés la nuit. Mais aussi dans la même journée, tu verras quelque part des relations, tes semblables, proches ou éloignés, célébrer la nouvelle naissance. Un bébé qui est né, une jeune, un bébé, une belle petite fille, un ange, un beau petit garçon, un ange qui est arrivé, ou des jumeaux, des triplés, des quadruplés, ou des jumelles qui sont arrivés. Mais la particularité de ces deux bonnes nouvelles, il y a, en fait, les deux bonnes nouvelles. La triste nouvelle, c'est celle ou celui qui nous a quittés, et la bonne nouvelle, celle ou celui qui nous arrive, qui vient dans cette société, ou ceux qui arrivent dans cette société, c'est que toi, tu as eu les deux nouvelles, dont tu connais apprécier la présence. La présence là, c'est-à-dire ta vie, tu te dis, hey, l'accident là vient de se passer. Attends, je suis sorti là-bas, tout le monde qui était dans le cas est mort. Mais je suis vivant. Mais je m'étame. Bon, t'as dit que tout le monde est mort. Je suis seul vivant. Alors considère-toi aujourd'hui comme étant, l'instant où je te parle là, comme étant le seul survivant de quelque chose qui s'est passé. Alors tu dois enjoy dans la vie
en étant sympa vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va t'arriver. Tu vois la naissance, tu vois les morts. Et il est très très important pour toi d'apprécier les deux moments. Bien, j'ai échangé hier soir avec un ami, c'était une causette comme ça, une causerie, en disant que si tu ne peux pas profiter de ta vie toi-même, le jour où tu ne seras plus là, tous les gens que tu as connus ne viendront même pas à ton deuil. Même dans ta propre famille. Non, ils ne seront pas là tous. Il y a certains qui trouveront toujours une explication pour ne pas venir. À tort ou à raison, tout le monde ne peut pas être là. Yes. Il y a d'autres qui ne viendront pas parce qu'il a plu. D'autres qui ne viendront pas parce que la voiture est en panne. D'autres ne viendront pas parce qu'ils vont garder l'enfant. On ne leur a pas donné la permission de venir au deuil parce que ce jour-là, il n'y avait personne pour les remplacer au travail. Il y aura... Tout le monde ne sera pas là. Et la vie ne va pas s'arrêter parce que tu es mort. Oui, monsieur. Pendant que tu es même couché là, les gens viennent et regardent le corps comme ça, on dit, oh, moment de Christ, oh. Les chrétiens vont faire le signe de croix. Oh, dès qu'il sort là, il dit, attends là. Bon. Oui, demande la 33, hein, la 33. Oh, la musique. Non glacée. Non, donne glacée parce que mon bomba, en gros, non, donne-moi la glacée. Ton corps est là. D'autres discutent la nourriture. Oui, monsieur. C'est pour ça que il faut toujours te faire plaisir toi-même. Mange bien, bois ce qui te convient, sans exagérer. Habille-toi proprement, de la tête jusqu'aux pieds, à ton niveau. Fais-toi plaisir. Le jour où le Tout-Puissant t'appelle, que tu partes, étant fier d'être parti. Parce qu'il n'attend rien de personne. Parce que pendant que tu seras en train de te coucher là, les gens viennent te voir, viennent te regarder. D'autres viendront te voir avec, et d'autres viennent par curiosité. Il est vraiment mort, hein, vraiment. Non. Oh, on était fatigués. Nous, là, il nous a fatigués, ce garçon-là. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fatigués? Non. Fais ce que tu as fait et fais le bien dans le respect de ton semblable. Tout simplement. Bien. Alors, mes chers compatriotes, l'introduction que vous avez vue là, c'est notre compatriote Jacques Bertrand. Vous suivez régulièrement ces derniers temps. Jacques Bertrand a été enlevé et tabassé, comme il explique lui-même. Jacques Bertrand ne fait rien d'exceptionnel. Non, il ne fait rien d'exceptionnel. Les Camerounais sont morts, ont perdu leur vie pour ce qu'il fait là. Dénoncer les poubelles. Vous vous rappelez que nous avons publié ici une fois, nous avons publié quand Apollonie Ngonon, l'une de nos compatriotes camerounaises, avait dénoncé ça dans son village. Elle est à Yaoundé. Elle a filmé. Elle s'est retrouvée en cellule pendant plusieurs jours. Nous avons mis la pression ici, ce n'est pas dû. Elle est sortie de cette prison-là, de cette arrestation, de cette cellule. Elle a été libérée. Elle n'était pas la première. Nous sommes partis du Cameroun parce que nous dénoncions déjà tous ces comportements, les crimes, les enlèvements, les assassinats, les détournements, la corruption et tout ça. Les Bachal à Tébé-Yéné ont été tués pour les mêmes choses. Parce qu'il disait ce qui ne va pas. Ce n'est pas celui qui dit qu'il y a un problème, mais c'est celui qui dit qu'il devient un problème. Mais ceux-là qui sont responsables de ça ne sont jamais inquiétés. On posera tout sur la tête des Biya. Oui, c'est-à-dire que j'ai la poubelle devant ma porte, c'est Paul Biya qui est le problème alors que je suis maire. Celle ou celui qui va dénoncer ça devient un problème. Donc c'est cette hypocrisie-là que vous avez vu tout récemment à Yaoundé avec Célestine Ketcha et un maire de Yaoundé. C'est-à-dire les gens découvrent qu'il faut construire des routes parce qu'un étranger arrive. Mais entre-temps, les Camerounais vivent dans l'insécurité. Parce que les nids de poules, c'est une forme d'insécurité. Ça crée des accidents. Les Camerounais vivent dans la saleté, l'insalubrité. Les Camerounais vivent là. Et Ketcha, Célestine, voit ça. Les maires de Yaoundé voient ça. Mais le seul moment se rendre compte qu'il y a un problème ici, c'est parce qu'il y a un étranger qui arrive. Alors quand tu te lèves comme Jacques Bertrand arrive aussi à son tour, décide de dénoncer ces choses-là avec son style. On le traite de fou. On le traite de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui dénonce qu'il y a la poubelle ici. Non, c'est lui qui n'est pas normal. Et vous avez encouragé ça, vous avez relayé ça, que non, il est fou. D'autres sont même partis, certains activistes, disent-ils, sont allés interroger les parents de cet enfant-là pour demander que non, on nous apprend que votre fils est fou. Vous avez trouvé Jacques Bertrand assis dans une poubelle, en train de consommer dans la poubelle. Il dénonce ce qui ne va pas dans le pays. Il dénonce. Et quand je vois Jacques Bertrand, je me vois. Parce qu'à l'époque, j'étais tout seul. Je disais non, ce garçon-là, il est fou, il a faim, il a soif, il fait le chantage, il veut de l'argent.
Je dis, attention les gars, quand vous allez comprendre cela, l'eau sera ici. Tu n'auras pas les possibilités de te mouvoir pour sortir de l'inondation. Pour sortir de tout ce qui se passe. Quand on dénonce, on est fou, on fait le chantage, on a faim, on veut de l'argent. Alors en dénonçant comme ça, ce sont mes propres camarades, mes propres frères, mes propres compatriotes, citoyens en exil et au Cameroun qui me persécutaient et qui venaient me donner des plaintes qui étaient portées contre moi. Je ne demande rien à personne, je parle de ma vie, de ce que je vis, directement ou indirectement, dans mon environnement immédiat et éloigné. Mais tu trouveras quelqu'un qu'on a payé 5 000 francs ou 10 000 francs CFA qui va aller insulter tout simplement parce qu'il veut se faire voir. Alors, tu te poses la question, cette personne-là, quand elle a fini de dire ça, est-ce que ça a levé la poubelle? Quand je dénonçais des crimes ici, on m'a dit que non, moi tu exagères, comment les gens peuvent mourir comme ça? Je vous dis que Biana a envoyé personne tuer qui que ce soit. Ceux qui tuent là doivent répondre un jour. Ceux qui enlèvent là doivent répondre un jour. Ceux qui kidnappent doivent répondre un jour. Ceux qui assassinent, emprisonnent doivent répondre un jour. Parce que dans l'armée, c'est le métier que je connais le plus. Je peux faire n'importe quel métier dans ce monde. Il ne dépassera jamais l'armée. L'armée, c'est l'amour de ma vie. C'est la seule profession que je connais. Et dans l'armée, l'ordre n'est pas verbal. L'ordre est écrit. Un ordre est écrit. L'ordre est écrit. On te met en mission, on écrit. Un jour, on vous posera la question, quand vous avez mis Beboum Sak en prison, Alain Fogué en prison, qu'est-ce qui vous poussait à mettre ces gens-là en prison alors que vous avez libéré les Atanganakuna? Tu vas expliquer ça comment? Toi, magistrat, tu expliqueras ça comment? Qu'est-ce qui te pousse à arrêter Boum Sak, tu le mets en prison? 7 ans de sa vie, Alain Fogué, 7 ans de sa vie. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup d'enfants en prison, des milliers d'enfants, des centaines de Camerounais en prison. Pourquoi? Non, ils ont parlé, ils ont manifesté. Ont-ils cassé quelque chose? Non, ils ont manifesté, ils ont revendiqué. Les enfants ont été jetés en prison. Sébastien Ebala a fait 2 ans de prison. Qu'un bandit, appelé Mbanku Emile, il a arrêté, il a jeté en prison. C'est-à-dire, sans faire des efforts, Mbanku Emile lui-même était un prisonnier. Mais il prend un enfant, il le jette en prison. Le jour où il posera la question, mais avec tout ce que toi tu as fait là, qui t'a arrêté à cette époque-là pour te jeter en prison? Tu étais un pétrolier, on t'a mis à la CEMIL pour faire ton travail, n'est-ce pas? Tu as laissé le président dans une situation inconfortable parce que au lieu de faire ton travail, tu as développé le banditisme, le trafic de drogue, la vente de pétrole, la fermania, l'escroquerie avec les faussaires de l'or. Je dis ça parce que c'est Banque qui avait donné des militaires pour accompagner les escrocs, les voleurs, les braqueurs qui ont braqué plusieurs milliards aux Canadiens. C'est lui, avec Ibrahim, le chef d'antenne CEMIL qui était dans le sud, qui est aujourd'hui chef traditionnel là-bas dans le Grand Nord. Alors, mais qui vous a mis en prison? Vous avez utilisé votre tenue pour abuser, escroquer, tuer, voler. Mais vous prenez les enfants des autres, vous mettez en prison. Ça se pose sur la tête de Paul Biya. C'est Paul Biya qui est responsable. Mais Banque Emile, lui, il est là. On vous posera la question un jour. Que quand tu as mis Sébastien Ebala en prison, donc tu avais tous ces chefs d'accusation qui te concernent. Vous avez pris Ouazizi, vous avez tué. Enquête classée sans suite. Ouazizi a été tué comme ça, on n'en parle plus. Vous avez arrêté des professeurs, tabassés, pour rien. Mais vous-même, vous avez des casseroles. Mais personne ne vous a arrêté. On posera la question. On vous posera la question que vous aviez, dans votre record, autant de chefs d'accusation, mais vous avez quand même réussi à aller arrêter Anissa Ekane. Vous l'avez mis en prison. Et là-bas, il a trouvé la mort. Alors que vous aviez dans votre propre record tout ce qui est cité là. Vous aviez autant de casseroles, mais vous êtes quand même allé chercher Martinez Zogo. On l'a exécuté. Donc vous aviez aussi des casseroles comme ça. Comment avez-vous fait? Donc pendant qu'on jetait d'autres en prison, ceux qui jettent les autres en prison sont eux-mêmes des véritables bandits. Mais tout ça va être posé sur la tête de Paul Biya. Je vais ici le rappeler qu'avant que Paul Biya ne parte, il faut le ménage. Parce que s'il ne fait pas le ménage avant son départ, nous allons nous découper comme le soya entre nous. Il faut qu'il sache que les Banque Emile, les Ferdinand Gongo, les Oswald Baboke, toute cette bande-là doivent répondre de ce qu'ils ont fait du mal au peuple camerounais. Il ne faut pas que ce soit des règlements de compte. Il faut que ce soit tout simplement ceux qui viennent rendre des comptes. Parce qu'après, si bien ne le fait pas avant son départ, ça risque d'être des règlements de compte que j'ai connus à l'époque des villes mortes au Cameroun. Et je ne veux pas des règlements de compte. Je ne veux pas de la chasse aux sorcières chez nous. Je veux que les gens rendent des comptes des actes qu'ils auraient posés à une certaine période de leur fonction ou de leur vie.
Et moi-même en premier, je dois rendre des comptes. Oui, il faut que je rende aussi des comptes. On ne peut pas détruire les enfants des autres comme ça. On va prendre ce garçon, on le met en prison, on le tabasse, comme vous avez vu là. Tabassé, mouché, blessé partout. Mais les enfants de Mbankui, ils sortent de l'EMIA. Il ou elle sort de l'EMIA, rentre directement à l'ENAM, sort magistrat, militaire, n'est-ce pas? Lui, il est content. Il détruit les vies des enfants des autres, ou ils détruisent les vies des enfants des autres, mais préparent le chemin de leurs propres enfants. Ils détruisent les vies des enfants de Paul Biya, mais ils préparent les vies de leurs propres enfants. Quelle est la fille ou le fils de Paul Biya qui est dans la fonction publique? Posez la question à Mbankui Emile. Mais tous les enfants de Mbankui, presque, ils ont trouvé le meilleur métier. Le père était militaire, donc intelligent ou pas, il donne de l'argent, qu'il les troque partout, il met ses enfants partout. Allez observer les voitures des enfants de Mbankui. Je vais vous les filmer, je vais vous les donner, j'ai toutes les vidéos. Vous allez voir des enfants qui sortent de l'école. Les voitures avec lesquelles ces enfants-là roulent. Ils sortent de l'école, hein? Tous ont des voitures, tous ont des maisons, tous ont des comptes bancaires bien garnis. Oui, monsieur. Mais le même Mbankui fait rentrer la drogue au Cameroun. Cette drogue que consomme l'enfant du président avait été instrumentalisée, commercialisée, entretenue par Mbankui et les autres dans la ville de Douala et à Yaoundé. Mais c'est Paul Biya qui est le problème. Nous allons voir Paul Biya. Mais ceux qui sont responsables de ça, personne ne leur posera la question parce que tu vas voir tes enfants grandir. Il est plus facile pour nous de tirer sur Paul Biya et sa femme que de parler de Mbankui parce que tu as peur qu'il vienne t'arrêter. Alors dans cette peur-là, lui, il positionne ses enfants. Il faut aller arrêter les Jean Bertrand. Il faut les mettre en prison. Pourquoi on arrête Jean Bertrand? Jean Bertrand a fait là ce que Mbargangele a fait lui aussi. Peut-être que tu as oublié ce qu'a fait Mbargangele ou ce qu'a dit le père Mbargangele. Réécoute ce que disait le père Mbargangele. Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le conseil des ministres au palais de l'unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Mais que faisons-nous? J'ai été jeudi au sud-ouest, à Moutenguene. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire. Un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Bien. Le père Mbargangele parlait des routes. Il parlait des routes, hein, alors que ce n'est pas son département. Mais c'est aussi son département d'une façon ou d'une autre. Parce que quand il y aura un accident, c'est lui qui sera appelé à venir faire le constat et les enquêtes. Il dit donc au président que en allant à Moutenguene, ce que j'ai vu est incroyable. Les routes. Un ministre qui dénonce, parce qu'il a rang des ministres, le directeur de la police nationale, la sécurité nationale, Mbargangele, comme vous avez écouté là, et dénonce le travail d'un Nganou Djoumessi qui a passé tout son temps à voler de l'argent et à détourner. Mais Nganou Djoumessi se promène. Mbankui ne lui a jamais posé de questions. Aucun commissaire n'a jamais posé de questions. Mekinde, ce bandit-là n'avait jamais posé de questions. Les commissaires, les colonels de gendarmerie, de l'armée n'ont jamais posé de questions. Mais il faut aller arrêter Jean Bertrand. Parce qu'il a parlé, parce qu'il dénonce. Parce que le fait d'arrêter Jean Bertrand, c'est d'empêcher que, un jour, d'une façon ou d'une autre, le président se pose la question que, mais ce garçon qui parlait là, il dénonce quoi? Il faut donc l'éteindre. Il faut l'étouffer. Il faut l'empêcher de parler. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi. Quand Martin Bengue Boudou a tenté de me porter plainte, c'était pour me museler, pour m'empêcher de parler. Et vous croyez que
C'est un Américain qui était venu me donner la plainte. Donc on a utilisé les mêmes qui sont allés arrêter Jean Bertrand. Des affamés, des pauvres, mentalement, parce que la pauvreté, elle n'est pas matérielle. C'est-à-dire que le matériel, on s'en fout. Mais quand tu as une telle pauvreté d'esprit, qu'on te demande d'aller tuer quelqu'un qui dénonce tes conditions de vie, c'est comme on peut dire aujourd'hui à un jeune militaire, officier, soldat, sergent, sous-officier, qui vient de rentrer dans l'armée, qui sort de la pauvreté et qui connaît des conditions de vie dans lesquelles il a laissé ses parents. Et lui-même, il y a vécu pendant un moment. On lui dit, comme tu es maintenant en tenue, va maintenant combattre les autres qui souffraient comme toi hier. Prends les armes, va tirer sur eux. C'est le même comportement. Alors c'est ce qu'ils ont fait ici aux États-Unis. 9 procès. Je n'ai volé nulle part. Je n'ai braqué personne. Je n'ai dit que la vérité avait des preuves à l'appui. Martin Belleguer Boutou, avec des faux rapports qu'il donnait au président et ses amis, ont décidé de me traduire au tribunal, dans les tribunaux. Plusieurs procès. C'est la même chose que vous voyez avec cet enfant. Alors ce qui est important dans ce que je vais vous dire ici, il faut retenir 2 noms au Cameroun. Il y en a plusieurs. Je vais vous donner 2 noms à retenir au Cameroun. Parmi plusieurs, parmi des centaines, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Mais vous allez retenir les 2 là parce que si vous oubliez même tous les autres, vous ne pouvez pas oublier les 2 là. Parce que les 2 là disent ce que nous sommes, ce que vous êtes. Je vais vous les présenter. L'un d'eux s'appelle Jean-Bruno Tagny. Je vais vous lire ce que disait Jean-Bruno Tagny. J'enlève les lunettes de mon ami Augustine. Je vais vous lire ce que disait Jean-Bruno Tagny. Et chaque fois que je sors de chez moi, je suis en voyage. Mon imprimante ici, j'imprime plusieurs pour partager à chaque Camerounais que je rencontre. Tout ça. C'est Bruno Tagny. La même chose. Bruno Tagny. La même chose. Bruno Tagny. Je vais sortir là tout à l'heure, je prends la route du voyage. J'imprime, je mets dans mon sac. Quand je croise un Camerounais, je dis, lis cet enfant. Si tu ne le connais pas, tu vas te reconnaître dans ce qu'il dit. Va lire cet enfant. Il s'appelle Jean-Bruno Tagny. Qu'est-ce que dit Jean-Bruno Tagny? Vous allez comprendre, Jean-Bruno Tagny, sans connaître ceux qui ont arrêté Bertrand Mann. Jean-Bruno Tagny les a décrits il y a de cela plusieurs années, je dirais même décennies, comme avait décrit hier, avant lui, Charles Atebeyene, comme avait décrit Bipingota, comme avait décrit Jules Conco, comme avait décrit toutes celles de ceux qui ont eu le courage de se battre pour nous. Jean-Bruno Tagny a écrit. Voici ce que dit Jean-Bruno Tagny. Ce qui me chagrine, ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. On peut même les comprendre. Ils se battent pour faire perdurer le système qui les nourrit. Point. Ce qui est incompréhensible, c'est ce petit peuple misérable qui vit toutes sortes d'injustices et qui s'en accommode. Point. Ils trouvent même les arguments pour soutenir les bourreaux. Point. Et le peu d'énergie qui lui reste, il l'oriente contre d'autres victimes du système. Point. Ça me dépasse. Je pense que tout ça relève de la psychiatrie. C'est trop fort. Je me dis que je suis dépassé. C'est trop fort. Je vais donc commenter ce texte-là avec vous. Ce gars, Jean-Bruno Tagny, que vous voyez là, il vient de décrire le comportement de nous tous, de tous les Camerounais, ou presque. Ce qui me chagrine, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. Il est convaincu, à juste titre, que l'attitude, le comportement de ceux qui nous gouvernent, c'est ceux-là qui se battent pour préserver les biens mal acquis. Tu veux parler, on te tape. Tu veux parler, on te tue. Tu veux parler, on t'arrête, on t'emprisonne. Tu es journaliste, on t'interdit de ne plus émettre comme ils ont fait avec Chantal Roger Tulé. Tu es militaire, on t'affecte à Mathusalem. Et tu as posé un acte, non. On ne regarde pas, on t'affecte tout de suite pour protéger, ce qu'ils ont volé. C'est pour ça que Jean-Bruno Tagny dit, ce qui me chagrine, ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils comprennent, ceux qui nous gouvernent, ils vont tout faire pour que la guerre dans le Nozo s'éternise. Parce que ça s'appelle l'économie de la guerre. Ils provoquent la guerre pour vivre. Ils tuent leurs propres compatriotes pour vivre. Ils ont des budgets, ils ont des salaires, mais ils créent des guerres. Ils tuent leurs propres compatriotes, ce qui n'est pas de notre culture, c'est dans la culture de ceux que vous connaissez. Créer des guerres pour vendre des armes, pour gagner de l'argent sur le sang des créatures de Dieu. Ils créent donc des guerres dans le Nozo. Ils détournent, ils refusent de développer les routes. Ils refusent de faire un certain nombre de choses.
Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas toi l'humain. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils détournent, qu'ils mettent dans leur ventre. Le m'as-tu vu, la voiture, la maison, le luxe, la montre, les habillements, les femmes, la prostitution, les marabouts. Non, pas Dieu. Parce que quand vous voyez ces gens-là dans une église, ils se trompent eux-mêmes parce qu'on ne trompe pas Dieu. Quand vous les voyez dans une mosquée, ils se trompent eux-mêmes en allant là-bas parce qu'ils ne croient ni à Allah, ni à Dieu. Vous les voyez donc aller à faire des dons, donner pour se faire voir. Ils ne croient pas à ce qu'ils font. Jean-Bruno Tani dit, moi je les comprends. Ce qui me chagrine, ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. On peut même les comprendre. Ils se battent pour faire perdurer le système qui les nourrit. Point. Oui, monsieur, tu ne peux pas dénoncer. Parce que si tu commences à dénoncer, le président va se poser la question que, mais pourquoi Nouma dénonce Nganou Djoumessi? Il dénonce parce qu'il n'y a pas de route. Mais Nganou, viens m'expliquer pourquoi il n'y a pas de route. Pourquoi Douala, machin, truc et tout ça là. L'autoroute là n'est pas finie depuis 115 ans. Pourquoi les routes sont comme ça alors que tu es là depuis Mathusalem? Tu as des budgets. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a deux façons pour Nganou Djoumessi de mettre fin à ce que je fais. Où il faut me corrompre si je suis léger. Il me dit non, ne parle plus. Tais-toi. C'est pour ça que tu vois que certains ne parlent pas de Nganou Djoumessi. Hein. Non, il est plus facile de parler de Paul Biya, de son épouse, que de parler de Nganou Djoumessi, même quand tu es un activiste, grand activiste pour certains, disait-il. Ils vont tirer sur Paul Biya, tirer sur sa fille, tirer sur sa femme, raconter sur tout et n'importe quoi, raconter tout sur tout le monde, sauf Nganou Djoumessi et Ketia Célestine. À tort ou à raison, chacun sait pourquoi. Donc Nganou Djoumessi va me payer pourquoi je ne parle pas. Maintenant, si je suis au Cameroun, Nganou Djoumessi va payer un commandant de brigade pour me faire taire. On va m'arrêter pour m'intimider. Nganou Djoumessi va passer plus loin. On va m'arrêter, on va m'exécuter si je ne m'arrête pas. C'est ce que Alain Bengoro a fait avec Jules Kounkoum, qui avait été écrasé par un camion militaire à la Sémile, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, tuer les gens à la Sémile. Donc ce qui fait que Jean-Bruno Tani se dit, ils se battent pour faire perdurer le système qui les nourrit. Donc toute personne qui est en train de parler, faut t'exécuter tout de suite. Parce qu'il ne faut pas que tu dénonces les imperfections de ce système-là qui les nourrit. Ce qui est incompréhensible, c'est ce petit peuple misérable qui vit de toutes sortes d'injustices. C'est ce que Jean-Bruno Tani ne comprend pas. C'est-à-dire, le peuple vit toutes sortes d'injustices. Un peuple misérable. Mais vous le verrez, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Chacun vient s'asseoir. Non, tu as parlé de Nganou Djoumessi. Non, tu as parlé de Mankou Emile. Mankou Emile doit porter général. Tu as parlé de Ketia Célestine. Non, Ketia Célestine. Tu te poses la question, mais c'est lui qui parle là. D'où sort-il? Il n'a pas l'eau. Il n'a pas d'électricité. Il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de quoi boire. Il est à l'insécurité. Il n'y a pas de route. Il ne peut même pas aller à l'école. Parce qu'à manque d'argent, ses parents n'ont pas pu continuer ses études. Mais il vient défendre Mankou Emile, tous ses enfants, il les a positionnés. Il vient les défendre. Il vient défendre Ketia Célestine, alors que Ketia ne le connaît même pas. Ketia s'en fout de ce qui se passe à Yaoundé. Tout ce qui intéresse Ketia, c'est aller faire le waya en route. Tu te poses la question, c'est qui ça? D'où sort celui-ci? Toi, tu parles parce que tu as des éléments que tu peux justifier par rapport à ce que tu dis. Mais tu verras quelqu'un qui vient te faire un commentaire totalement à la con. Je te dis que ces gens, parce qu'ils ont un problème. C'est pour ça que Jean-Bruno Tani dit, ce qui est incompréhensible, c'est ce petit peuple misérable qui vit toutes sortes d'injustices et qui s'en accommode. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est normal. C'est-à-dire que la poubelle est là, devant toi. Non, tu t'accommodes de cette injustice-là, de cette saleté. Mais c'est celui qui vient dénoncer ça qui devient problème. Mais ce n'est pas celui qui est à la cause de cette poubelle, à la cause de ce que tu vis. Non, ce n'est pas celui-là. Mais c'est celui qui dénonce. C'est Nouma qui est un problème. C'est Jipo Ngono qui est un problème. C'est Valsero qui est un problème. C'est toutes celles de ceux qui vont dénoncer qui sont des problèmes. Non, ce n'est pas celui qui a causé qui est un problème. C'est ce que Bruno Tani dit. Mais vraiment, moi je ne comprends pas. Voilà quelqu'un qui vit dans la poubelle, tu dénonces ça. Celui qui souffre des maladies qui sortent de cette poubelle-là va te dire que non. Tu parles depuis les États-Unis, viens parler ça ici. Alors que celui-là, on vient de tuer sa fille. On vient de tuer Martinez, son frère. On vient de tuer le bébé Matisse. On vient de tuer, la petite divine. Il est là, il n'a rien fait. Mais il s'intéresse à moi qui dénonce ça depuis les États-Unis. Il n'est pas capable de protéger Martinez Zogo, de protéger Jean-Marie Benombala, de protéger bébé Matisse, de protéger bébé divine.
de protéger les docteurs qui ont été tués, celles au Bala assassinés et celles qui ont été tuées dans les hôpitaux. Il n'est pas capable de faire ça. Mais il souffre. Mais il va s'attaquer à celui qui dénonce, qui a eu le courage de dénoncer cet état de choses. Ou celui qui a écrit, comme Jean-Paul Tani a écrit, il va être persécuté. Il dit, je ne comprends pas. C'est ce qui est incompréhensible pour moi. C'est ce petit peuple misérable qui vit toutes sortes d'injustices et qui s'en accommode. Et il poursuit. Il trouve même des arguments pour soutenir les bourreaux. Oui, il trouve des arguments pour soutenir les bourreaux. C'est-à-dire que toi, tu dénonces qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. L'insécurité bat son plein. Le manque d'emploi bat son plein. La même personne qui n'a pas d'emploi là va te poser la question. Mais toi, tu as déjà fait quoi? Toi qui parlais depuis les États-Unis là, toi qui parlais depuis Paris, depuis l'Allemagne, qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Viens parler ça ici. Voilà leur langage. Mais ils vont insulter Biya. Il n'y a pas de boulot. Mais quand tu veux attirer l'attention de Biya, qu'attention, monsieur le président, Grégoire Orona est là depuis. Il n'y a pas de travail. Ganou Djoumessi est là depuis. Il n'y a pas de route. Non, 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 il n'y a rien. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Il n'y a pas d'eau au Cameroun. Mais nous avons de l'eau. Tu as nommé les ministres. Monsieur le président, voici ce qui se passe dans notre pays. Voici le responsable. Voilà quelqu'un qui manque de tout, mais qui viendra te parler, alors que c'est lui, tu parles à son nom parce qu'il ne peut pas parler. Parce que tu tentes de lever le petit doigt, tu es en prison, comme Boumnissa, comme Alain Fouguier et comme les milliers d'autres. Voire même tu es en prison. Mais voici quelqu'un qui trouve des arguments pour soutenir ses propres bourreaux. Il vient s'attaquer à celui-là qui dénonce, protégeant les bourreaux. Maintenant, la suite, c'est ce que je venais de répondre. Et le peu d'énergie qui lui reste, il oriente contre d'autres victimes du système. Moi, je suis une victime de ce système. Alors, je dénonce. Mais une autre victime de ce système-là ne va pas s'associer à moi pour dénoncer le système. Il va plutôt s'attaquer. Le peu d'énergie qui lui reste. Il n'a pas de quoi manger, mais il charge son téléphone pour faire un article pour s'attaquer à moi qui défend, qui dénonce nos conditions de vie. Est-ce que tu penses que moi, ça me fait plaisir de vivre hors du Cameroun depuis 34 ans? Est-ce que tu penses que ça me fait plaisir de rester ici, de voir la souffrance de mon père, Paul Biya, de voir la souffrance de mon père, Nouma, de voir la souffrance de ma mère que je n'ai pas embrassée, mon père que je n'ai pas embrassé, ma famille, mes amis, mes camarades de classe du quartier? Est-ce que ça me fait plaisir d'être ici, de voir les autres aller en vacances à Los Angeles? C'est-à-dire, tu vis aux États-Unis, à New York, tu as ton ami, les vacances arrivent, tu te dis, yo, je m'en vais en vacances. Tu dis, tu vas où en vacances? Tu dis que non, je vais dans mon village. Ton village, c'est où? C'est Los Angeles. Moi, mon village, c'est au bas là. C'est Douala, c'est Yaoundé, c'est Fodjimon, c'est Bakwantou. C'est Bamenda, c'est Boya, c'est Limbe, c'est Gaondele, c'est Garoua, c'est Mvomeka, c'est Djoum, c'est Bolova, c'est Sa, Ezeka, Edeya, Bomebel. Voilà mes villages et d'autres. Mais je ne peux pas y aller. Pourquoi? Ai-je tué quelqu'un? Non. J'ai dénoncé ce que toi tu découvres aujourd'hui. 34 ans, toi tu découvres ça aujourd'hui depuis 2018. Tu découvres ça aujourd'hui depuis 2025. Tu découvres ça aujourd'hui depuis hier, tu découvres ça. Moi je dénonce ça depuis 34 ans, avant que tu ne naisses. On m'a poussé en exil. Parce qu'on ne voulait pas que le président écoute ce que je dis. On lui a dit tout et n'importe quoi. Ce sont les Banku Émile. Ce sont les Mékinés. Ce sont les mêmes personnes. Parce que ce sont des rapports qui s'écrivent. C'est la persécution. Quand tu arrêtes un garçon comme Sébastien Ebala, tu le fais tabasser. Tu dis quoi à Paul Biya? C'est pour dire aux autres que si vous faites ce que Sébastien Ebala a fait là, voilà ce qui vous attend. Si vous faites ce que Ouazizi a fait, filmer et publier, voilà ce qui vous attend, c'est la mort. N'est-ce pas? Pour que le président dise que tout va bien au Cameroun. Tout marche très bien au Cameroun. On tue donc toute personne qui tente de parler. On te neutralise. On ne va pas utiliser n'importe qui. On utilise des victimes comme toi. À la seule différence entre les deux, toi et l'autre victime qu'on utilise, c'est que toi, tu n'as pas été payé pour parler. J'ai décrit mes conditions de vie. J'ai décrit mon environnement immédiat. J'ai décrit ma vie et celle de toutes celles de ceux qui sont autour de moi. Alors, comme l'autre a compris que j'ai refusé la corruption, il va aller chercher celui qui a faim. Et celui-là va prendre de l'argent pour venir s'attaquer à moi. Vous avez donc eu le temps de voir ça.
Ceux qui ont voulu faire ça dans la diaspora, où sont-ils avec Kamto? Ceux qui ont voulu faire ça dans la diaspora, où sont-ils avec Issa Chiroma? Je leur disais toujours la même chose ici. Que Issa Chiroma est un homme dangereux, au même titre que Kamto. Suivons notre propre intuition, suivons nos convictions. Ces gens ne peuvent pas dénoncer un système qui les fait vivre. Paul Biya fait vivre tous ces gens-là. C'est Paul Biya qui les nomme et c'est Paul Biya qui les paye. Mais ils sont incapables de dire au président que voici ce qui peut nous faire avancer. Kamto, je suis d'accord avec lui cette fois-ci. La Constitution, je suis d'accord avec la position de Kamto dans la première prise de décision dans la Constitution. Lors de la Constitution, peut-être que tu n'avais pas été au courant. Oui, monsieur. Ce que disait Kamto à l'époque, peut-être que tu as oublié, hein, avant que tu le continues. Écoute ce que disait Kamto. Que pense le professeur Kamto de la longévité du président Biya au pouvoir? 30 ans. Je n'ai rien d'autre à penser que si ce sont les Camerounais qui décident de le maintenir dans ses fonctions pendant 30 ans, alors il a le droit d'être à cette position. Vous pensez effectivement que ce sont les Camerounais qui le maintiennent là-bas? Si les urnes nous disent que c'est lui qui a été élu, je n'ai pas le droit. Peut-être une victoire volée? Que pensez-vous de la modification constitutionnelle qui a levé le verrou sur la limitation de mandat et qui a par conséquent permis au président Biya de se représenter? Oui, je pense qu'on aurait pu en faire l'économie, mais puisque le président, qui est un spécialiste de droit public, peut-être beaucoup ne le savent pas, a fait cette révision constitutionnelle, mon plus grand souhait, et je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique, c'est qu'il utilise le temps qu'il s'est donné pour préparer des bonnes conditions justement de la transition de l'alternance au Cameroun en se faisant le garant impartial d'élections libres, démocratiques pour que les Camerounais choisissent le président qui viendra après lui. Qui vous contacte en 2004 pour que vous entriez au gouvernement? Le président de la République en personne ou bien il a envoyé un de ses proches? Cela se fait suivant des procédures qui sont bien connues au sein de l'État et dans lesquelles je n'ai pas besoin d'entrer ici. Le fait est que je suis entré au gouvernement, j'ai bien dû être contacté par quelqu'un, peu importe. Oui, certaines langues nous disent que c'est Jean-Marie Atandamé-Bara qui vous fait entrer au gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Il me fait entrer au gouvernement. Il a favorisé votre entrée au gouvernement. Alors, il se peut, mais je sais que j'ai été nommé. Vous avez quelle relation avec... Je sais que j'ai été nommé au gouvernement par le président. Il est aujourd'hui en prison. Est-ce que vous allez souvent lui rendre visite? Non, je ne lui ai pas rendu visite. Vous avez quelle relation à l'époque? Vous avez quelle relation aujourd'hui? Jean-Marie Atandamé-Bara. Non, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que je crois que il a été un des meilleurs ministres de l'enseignement supérieur de ce pays. J'ai gardé d'excellents rapports avec lui. Déjà quand il était ministre de l'enseignement supérieur et puis lorsqu'il était secrétaire général de la présidence de la République, j'ai eu à travailler avec lui sur un certain nombre de dossiers d'État lorsque il m'a été donné d'y contribuer. Et maintenant qu'il est en prison, vous n'allez pas lui rendre visite? Non, je ne suis pas allé lui rendre visite. Pourquoi? On peut comprendre? Je n'étais pas obligé d'aller lui rendre visite. Que pense le professeur Kamto de la longévité du président Biya au pouvoir? 30 ans. Je n'ai rien d'autre à penser que si ce sont les Camerounais qui décident de le maintenir dans ses fonctions pendant 30 ans, alors il a le droit d'être à cette position. Vous pensez effectivement que ce sont les Camerounais qui le maintiennent là-bas? Si les urnes nous disent que c'est lui qui a été élu, je n'ai pas le droit. Peut-être une victoire volée? Que pensez-vous de la modification constitutionnelle qui a levé le verrou sur la limitation de mandat et qui a par conséquent permis au président Biya de se représenter? Oui, je pense qu'on aurait pu en faire l'économie, mais puisque le président, qui est un spécialiste de droit public, peut-être beaucoup ne le savent pas, a fait cette révision constitutionnelle, mon plus grand souhait, et je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique, c'est qu'il utilise le temps qu'il s'est donné pour préparer des bonnes conditions justement de la transition de l'alternance au Cameroun en se faisant le garant impartial d'élections libres, démocratiques pour que les Camerounais choisissent le président qui viendra après lui. Bien, là c'est Kamto qui parlait de la Constitution. Le président a décidé si le président a décidé de retoucher, de réviser la Constitution pour mieux préparer l'avenir, pourquoi pas? Pourquoi aujourd'hui, ce qui va être fait aujourd'hui serait contre ce que Kamto a encouragé hier? Non,
Paul Biya veut préparer la sortie, il faut qu'il change la constitution et qu'il lui donne le devoir et le pouvoir de nommer le vice-président. Il faut donc encourager ça. Je pose la position de Kamto, première position, et ça va pas être différent de ce qui se passe en ce moment. Ça nous suit. Gardons la logique. Ne changeons pas quand ça nous arrange. Il faut une logique. Il faut suivre cette logique-là. C'est ce que vous avez demandé qu'on suive. Il faut soutenir Kamto. Il faut soutenir Sachiroma. Soutenons donc la Constitution. Vous voyez un peu ce que Paul Biya est en train de faire dans cette Constitution. Si tu es logique avec toi-même, tu te rappelles très bien que c'est ce que je vous ai proposé ici. Ceux qui étaient avec nous dans le Game Over, allez regarder le document que je vous avais tous donné. À l'intérieur, il y avait la révision de la Constitution. Reformer cette Constitution. Travailler cette Constitution, que nous soyons intégrés dans la Constitution. Que les enfants que nous avons fait aux États-Unis, que nous avons fait en France, que nous avons fait en Allemagne, un peu partout au Cameroun, soient dans cette nouvelle Constitution. C'est ce que je vous avais proposé. Vous avez choisi de soutenir le président élu, qui ne pouvait pas être élu que dans vos têtes et dans les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Vous avez laissé passer votre chance, votre droit, votre intelligence. Vous avez refusé de l'imposer parce que quand ça ne vient pas de vous, c'est mauvais, c'est dangereux. Paul Biya récupère donc ça. Il dit voilà, je vais faire à ma guise. Il faut accompagner. Je suis pour changer la Constitution. Il faut que je joue un rôle dans cette Constitution. Oui, monsieur, c'est de mon droit. C'est moi qui propose. C'est toi qui proposes. C'est nous qui proposons la réforme de la Constitution. Mais quel est le rôle que toi tu vas jouer dans cette Constitution? Mais quand tu poses ces questions, celui qui est victime de ces institutions viendra te dire que non, tu as faim. Quand tu vois Issa Chiroma venir parler de la transition, qui est l'un des acteurs de la transition? C'est Nouma Patrice Freeman. C'est le nom de notre organisation. Le Conseil Camerounais de Transition. Le Conseil Camerounais de Transition. CCT. Le Conseil Camerounais de Transition. C'est le nom de notre organisation depuis que cette organisation est née. Des décennies. Alors quand Issa Chiroma arrive, vient prendre votre organisation devant vous, il vous dit qu'il fait campagne, sortant du gouvernement 2 mois, il vient prendre votre projet. Au lieu de lui faire comprendre que non. Nous-mêmes, nous pouvons avoir un candidat en France. Vous choisissez l'un d'entre vous. Vous dites, voilà, porte notre projet. Vous faites exactement ce que le monsieur l'a dit ici, ce compatriote dit. C'est-à-dire, ils orientent, et le peu d'énergie qui lui reste, ils l'orientent contre notre victime. Et cette énergie-là veut qu'ils doivent tout détruire. Que tu penses bien, que tu penses mal, que tu sois logique, que tu sois illogique, il faut te détruire pour préserver ceux qui le font souffrir. Alors quand tu regardes tout ce qui se passe, c'est tout ce que nous demandons. La transition, vous la faites ici. Issa Chiroma vient prendre ça pour faire campagne avec votre transition, avec votre nom. À la fin, il utilise cette transition contre vous et il fuit. Il pousse les enfants à la mort, il fuit. Alors il était trop facile pour vous de se poser la question, comment cette transition-là va s'articuler? Comment allons-nous articuler cette transition? Posez la question à l'auteur, au fondateur, à celui qui a pensé. Et ensemble, vous enrichissez cette transition, vous la proposez comme nous l'avons fait. Aujourd'hui, tu vas être contre la Constitution. Pourquoi? Dans cette Constitution-là, il y a la réforme. Si tu avais voulu impacter de ta présence, tu allais soutenir ça pour dire au président, voilà, ce que nous avons fait aux États-Unis, ce que nous avons fait en France, ce que nous avons fait en Allemagne, en Angleterre, un peu partout, et même au Cameroun, voici ce que nous avons pensé dans le changement ou bien dans la réforme que tu veux faire. Ajoute à l'intérieur la double nationalité. Ajoute à l'intérieur nos enfants qui sont nés dans la diaspora. C'est accompagner l'action du président. Je ne suis pas contre le changement de la Constitution. Non. Non, moi je ne suis pas contre le changement de la Constitution. Il faut tout simplement que ce changement-là épouse ce que nous pensons. Que ce ne sont pas des personnes comme les Ferdinand Gongo, les Oswald Babouké, qui ont induit le président en erreur pendant tant d'années, qui veulent encore profiter de la même constitution, de la même vice-présidence. Qu'est-ce que je peux vouloir à être président? Qu'est-ce que je peux envier à un président quand j'ai été ministre des Finances? Je peux envier quoi? Dis-moi ce que je peux envier à la vice-présidence quand j'ai été celui-là qui a décidé du devenir du Cameroun en termes de finances, des infrastructures, des routes, des maisons que j'ai fait construire dans le sud, des usines que j'ai fait construire
dans le Grand Nord, des usines que j'ai fait construire à l'Est, à l'Ouest, au Centre, au Sud. Qu'est-ce que je peux envier à un vice-président? Alors, tous ces gens qui veulent être des vice-présidents aujourd'hui, tu trouveras un vice-président à la personne de Ovlat Babouké, de Ferdinand Gongo, ou des autres, tu parles des anglophones, on te parle des francophones, on te parle des nordistes, on te parle de ci et de ça. Oui, ils sont tous candidats. Mais tu te poses une seule question. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire, qui n'ont pas pu faire quand ils occupaient les postes qu'ils ont en ce moment, qui leur ont été donnés par la même personne? Qu'est-ce que Ngongo Ferdinand peut faire aujourd'hui en tant que vice-président qui n'a pas eu à faire en tant que vice-dieu, secrétaire général, avec délégation de signature? Qu'est-ce qu'il fera comme miracle? Il va changer le nom du Cameroun, République Ngongo. Il va changer quoi en tant que vice-président? Alors vous les voyez s'agiter, ça rentre dans le même cadre. Aujourd'hui, ces gens-là veulent la mort de Paul Biya, qui les a tout donné. Comme hier, ils voulaient ma mort, ils veulent ma mort aujourd'hui, qui a dénoncé tout ce qu'il faisait. Maintenant, ils veulent la mort de celui qui les a tout donné pour prendre sa place alors qu'il les a tout donné, pour l'aider à élever le pays, à élever ce pays-là, à faire de ce pays-là un paradis. Ce garçon s'est fini ici en disant, et le peu d'énergie qui lui reste, il l'oriente contre d'autres victimes du système. Ça me dépasse. Je pense que tout ça relève de la psychiatrie, c'est trop fort. C'est ce qu'il dit là. Chaque fois qu'un Camerounais me croise dans la rue, demande-moi ce papier. Si tu ne l'as pas, je vais te le donner. Ça relève de la folie, ce que ce garçon dit là. Donc, quand vous voyez ces gens-là arrêter Jean-Bertrand Man, ils le prennent, ils l'arrêtent, parce qu'ils ne veulent pas que Jacques Bertrand Man dénonce ce qui se passe dans cette société. Cela m'est arrivé, cela s'est arrivé à toi, c'est arrivé à toi, à J.P. Rémi Ngona, il y a d'autres. Quand est-ce que Biabi Vono s'est déjà levé et a demandé d'aller arrêter telle personne? Quand il a demandé d'arrêter Ngongo, est-ce qu'ils l'ont arrêté? Où sont les dossiers de la CAN? Où sont les rapports du Covid? Où sont les rapports de la route ou des routes? Où est l'état des lieux de l'eau au Cameroun? Où est l'état des lieux de l'électricité au Cameroun? Qu'allons nous dire, si Paul Biya s'assoit aujourd'hui, il prend place maintenant. Il dit les gars, venez vous asseoir ici, asseyons-nous un peu. Donnez-moi le bilan de 43 ans. Tu n'étais pas encore là en 43 ans, n'est-ce pas? Donne-moi le bilan de ce que tu as fait en 10 ans dans l'eau. L'eau, depuis que tu es là, l'eau, donne-moi le bilan. Tu veux être ministre? Que je te prolonge ministre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as fait pour l'eau au Cameroun? Pour le peuple camerounais? Qu'est-ce que tu as fait pour l'électricité? Qu'est-ce que tu as fait pour les routes? Qu'est-ce que tu as fait, Kala Setoga, pour la gendarmerie? Qu'est-ce que vous avez fait à la police? Si vous posez ces questions, vous allez répondre quoi? Vous direz que c'est Noma qui vous a empêché de travailler parce qu'il dénonçait. J'ai quel budget? Je vous ai même beaucoup payé en vous disant ce qui ne va pas. Moi, j'ai plusieurs fois appelé Bancu Emile en pleine nuit, pendant qu'il dormait, on fait chez lui. Je lui dis, bon, interviens à tel endroit du Cameroun. Vous pouvez demander, hein. Et vous pouvez vous renseigner, vous pouvez poser des questions. Parce que moi, je n'enregistre personne. Mais si je veux retrouver mes conversations, mes communications, avec toutes celles de ceux que je peux citer ici, il suffit seulement d'appeler un juge et d'appeler mon opérateur. On me donne toute ma communication avec tout ce monde-là. J'ai fait des propositions en Banque Emile à des ministres jusqu'à la présidence. Nous avons fait des suggestions. Nous avons appelé pour dénoncer. Nous avons appelé pour informer que voilà, les Camerounais sont dans la diaspora, diplômés des grandes écoles. Ils sont là comme les Amadou, qui travaillent dans la biométrie, qui peuvent nous fabriquer des passeports. Ils sont nombreux. Nous avons appelé pour vous informer de regarder ce que les Camerounais font. Regardez ce que l'Iran fait. Regardez ce que font les Chinois. Donc les Camerounais ont la même expertise parce qu'ils ont été formés partout là-bas. On a appelé pour ça. Personne n'a pris cela en compte. Donc, vous pouvez retracer mes conversations avec tout ce monde-là. On a dit, voilà ce qu'il faut faire. Donc, vous direz quoi aujourd'hui? Si le président appelle aujourd'hui à Tangandi, pose la question à M. Atangandi,
Je t'ai donné 2 postes. 2. Atama, tu n'as jamais été scout, nulle part. 2. Il est secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Regardez comment on tue dans tout droit là. Regardez comment on tue à Yaoundé. Regardez comment on les ventre partout. Regardez comment les communautés s'entretuent entre eux. Les Mororo, les Arabes Choua, les Bamoun, on s'entretue. Mais tu as voulu un poste, on te l'a donné. Non seulement tu es secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, tu es le ministre de l'administration territoriale en plus. Mais regardez l'état du Cameroun. Tu demanderas quoi à Paul Biya demain? Tu lui diras quoi s'il t'appelle? Alors, nous lui avons donné le pouvoir de nommer. C'est vous-même qui dites, c'est haute instruction. Alors continuons à lui donner jusqu'à ce qu'il aille se reposer quand Dieu décidera qu'il nomme le vice-président. Parce que ton désaccord ne changera rien. Parce que tu as eu le pouvoir de faire le contraire, tu ne l'as pas fait à ton poste, à ton niveau. Tu n'as pas fait. Qu'est-ce que tu feras si on te nomme vice-président? Qu'est-ce que tu feras aujourd'hui là si on fait de toi vice-président Oswald Babouké? Yann Filemon, on fait de toi aujourd'hui vice-président. Qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que vous allez changer? Anglophone, francophone, vous changerez quoi que vous n'avez pas pu faire en 43 ans avec Paul Biya? Alors qu'il vous a tout donné, tout. Personne ne s'est levé naturellement et volontairement pour dire voilà, monsieur le président, je vous ai servi. Je suis fatigué. Je m'avais me reposer. Je ne peux plus, mes forces ne me permettent plus. Non, ils te disent non, je ne peux pas partir parce que c'est le président qui me retient, c'est le président qui décide. Ok, c'est le président qui décide parce qu'il croit en toi. Tu as donc fait quoi pour que le peuple là dise vraiment, monsieur le président, vous avez raison de garder ce type? 99,99% des membres du gouvernement sont arrêtés et condamnés à la peine capitale pour haute et double trahison. Ils ont trahi le peuple, ils ont trahi le président. Et vous avez donc laissé là pendant tout ce temps pour que certains d'entre vous, que chacun se rattrape. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez volé, 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 volé et volé. Maintenant, vous avez les jeunes, comme les Jacques Bertrand qui se lèvent, ils commencent à dénoncer. Jusqu'à quand allez-vous tuer comme ça? Vous allez tuer jusqu'à quand? La vérité ne peut pas se cacher éternellement. La vérité est connue. Plusieurs fois, le président a demandé des enquêtes, même dans le bureau de Léopold Motazé. On a demandé des enquêtes pour avoir volé 10 milliards avec celui qu'on appelle le ministre de la Santé, Manaouda Malachi. Où est l'enquête? Est-ce que c'est moi qui avais dit cela? C'est Manaouda Malachi qui dit qu'il n'a pas reçu les 10 milliards que Léopold Motazé lui attribue, dit lui avoir donné. Léopold Motazé dit je t'ai donné 10 milliards. Où est cette enquête? Mais les enfants qui sont en prison, certains ils sont parce qu'ils ont tout simplement demandé que voilà, il faut que ça change pour que les comportements comme ça ne se perdurent plus. Mais eux ils sont en prison. Léopold Motazé est dehors, n'est-ce pas? Manaouda Malachi est dehors. Mais ils veulent être des vice-présidents avec des casseroles. Mais nous allons accuser Paul Biya tous les jours. Non, je vais vous donner une information. Et notez ça très bien. Tous les Camerounais savent quel a été le rôle de Paul Biya. Quelles ont été ses faiblesses. C'est d'avoir fait confiance. La faiblesse, c'est d'avoir fait confiance à ses frères Biti, dont j'en fais partie. Il nous a fait confiance aveuglement. Nous avons trahi. La deuxième erreur du président, c'est de n'avoir pas vérifié le travail qu'il m'a donné si j'ai bien fait. Voilà les deux erreurs. Il a fait confiance. On dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Il n'a donc pas contrôlé. L'assurance n'exclut pas la méfiance. Il n'est pas allé voir. Et Léopold Motazé, Ferdinand Gongo, Oswald Babouké et les autres ont donc profité de ça. Ils ont ruiné le pays. Et nous regardons Paul Biya. Nous l'accusons. Nous condamnons. Nous reprochons. Nous écrivons. Nous dénonçons. Nous informons. Nous sensibilisons. Nous parlons avec colère contre notre propre président. Et parfois en oubliant qu'il nous a envoyés à l'école pour aller apprendre, pour qu'il ne ramène pas au Cameroun des Chinois. Il nous a envoyés aller à l'école pour aller apprendre, pour qu'on ne ramène pas au Cameroun d'autres personnes pour venir sécuriser le Cameroun. C'est pour ça qu'il m'a envoyé en France. Mais quand nous sommes donc rentrés de toutes ces formations, des ingénieurs, des bas docteurs, des généraux, des colonels et tout ça,
nous venons rentrer dans la magouille, dans la corruption, dans le vol. Comme nous ne pouvons pas faire notre travail, nous décidons donc maintenant de faire venir ceux qui nous ont formés, de venir nous protéger. Nous décidons de donner notre pays à des vendeurs de téléphones, les Libanais, de le sécuriser. Nous allons reprocher quoi à Biya? De ne pas avoir formé les Camerounais, de n'avoir pas payé. Quand tu deviens un bandit, un voleur, nous allons lui reprocher quoi? Tu as eu la délégation de signature pendant 20 ou 30 ans. Qu'as-tu fait de ça? Disposer, positionner tes copines, positionner tes amis, positionner par-ci, positionner à gauche, positionner à droite, sans se rappeler qu'il faut le travail. J'ai vu un autre qui m'a dit, Adolphe Moudiki doit aller se reposer. J'ai dit oui, ils sont tous appelés à aller se reposer un jour. Mais nous jeunes, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que vous avez vu le jeune qui a volé, ou c'est là-bas, dans cette compagnie-là, la SNH, jeune. C'est-à-dire, au lieu de travailler, il a un poste jeune. Il a passé tout son temps à faire des cartes magnétiques pour voler l'argent. Il a volé des milliards, il est en fuite. Avec la complicité de quelqu'un qui est à côté du président de la République. Ce jeune-là est en fuite. C'est-à-dire, nous regardons les vieux, nous envions les vieux. Mais maintenant, quand ces vieux-là nous donnent des postes, tout ce que nous avons à faire, c'est de voler et aller s'asseoir quelque part. On dit Adolphe Moudiki est vieux. Non, Adolphe Moudiki est contrôlé par sa femme. Adolphe Moudiki, Laurent Esso, vraiment, on ne sait pas ce qu'il fait là. Alors que tu es magistrat et tu as fait de ton bureau un comptoir. Et quand ça ne va pas, tu regardes Paul Biya, que c'est lui la faute. Alors qu'il t'a mis là pour faire la justice. Il faut arrêter les gens, à tort ou à raison, tu mets en prison. Alors, j'ai voulu faire cette publication pour vous dire, tout le monde connaît ma position, je suis logique dans ce que j'ai dit jusqu'à présent et jusqu'aujourd'hui. Je suis pour la réforme de la Constitution. Je suis pour les réformes des institutions. Je suis pour la réforme du code pénal, du code électoral, de notre Constitution, de la forme même du Cameroun. Je suis pour que dans la Constitution, aujourd'hui ou demain, soit inscrit là la multiple, la quadruple nationalité. Je suis pour la réforme de la Constitution. Qu'on nous dise la position de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, nés des parents camerounais de nationalité américaine, nés des parents mixtes, mère américaine ou père américain, mère camerounaise ou père camerounais, quelle est leur position au Cameroun? D'office, ils sont américains, parce que l'un des parents est américain. Mais quel est leur statut au Cameroun? Il faut que ça se parle. La 3e, 4e, 5e, 20e, 1e génération, quelle est leur position dans notre constitution? Il faut que ce soit écrit là-dedans. Je suis pour la réforme. Je suis pour qu'on reforme toute la constitution. Parce que c'est ce que je dis depuis. Maintenant, que Paul Biya le fasse, qu'il ne le fasse pas, ça va être fait un jour. Je dois assumer mes responsabilités tout en respectant ce que mes parents ont fait à leur niveau. Ça ne peut plus rien changer. Biya doit donc aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Pourquoi on ne se découpe pas comme les saucissons? Voilà ma position. Je demande que aujourd'hui ou demain, tous ces gens qui ont arrêté Jean Bertrand soient interpellés un jour et qui répondent ce pourquoi ils l'ont tabassé. Nul n'a le droit de ôter la vie. On n'a pas le droit de brutaliser quelqu'un pour ses convictions. Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que, au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer
une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Titus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobala était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui Aïdjo était là, il est parti. Aïdjo était là. Aïdjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment est-ce qu'il s'est retrouvé en exil avec sa famille et madame Aïdjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ce qui entre dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour nous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. Alors je suis de tout cœur avec Jacques Bertrand. Il est ce qu'il est, il a son style, c'est son style à lui. Il est camerounais, il dénonce ce qui ne va pas dans son pays. Que chaque personne fasse ce qu'il lui revient de faire pour les intérêts de notre pays. Comme je le dis tout le jour, un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Si chacun d'entre nous avait fait son travail, Jacques Bertrand ne serait pas là en train de parler, en train de dénoncer. Si chacun d'entre nous avait fait son travail, Divine serait encore vivante. Mireille, la fille qu'on voyait là, elle serait encore vivante. Mireille, le petit garçon qu'on voyait là, serait encore vivant. Le petit Mathis serait encore vivant. Martinez Zogo serait peut-être mort un jour, mais il ne serait pas mort par agression. Si et seulement si chacun d'entre nous faisait son travail, c'est ce que Jacques Bertrand demande. Et ce que le président a toujours demandé. Et le président a toujours dit régulièrement. J'ai demandé au Premier ministre de prendre des mesures pour lutter contre les prévaricateurs. Écoutez ça. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien. Alors c'est le président qui parle. Alors quand je dis ça, je n'invente rien. Je ne suis que les traces de ce que le président parlait et disait lui-même. Donc Jacques Bertrand est dans ce que dit le président. Des bandits à col blanc. C'est le président qui dit ça. Il appelle ces gens-là des bandits à col blanc. C'est le président qui a admis ces gens-là en prison. C'est lui qui les a jetés en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé. Ils ont volé pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas leur travail, ils ont détourné. Donc quand Jacques Bertrand dénonce les ordures, où est parti l'argent qui devait nettoyer les routes? Ça a été détourné. Jacques Bertrand dénonce donc. Il est arrêté pour ça. Si la fille du président a fait quelque chose, ceux qui sont appelés à protéger cette fille doivent montrer aux Camerounais que nul, no one is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. On doit la faire, on doit l'appeler, on doit la protéger, on doit lui parler. Pour que les Camerounais comprennent que voilà, la fille du président n'est pas différente de nous. C'est une façon de tirer l'attention. Cet enfant, elle aussi, elle est victime du même système.
de Banque Émile, de Ferdinand Gongo, de Oswald Baboké. Vous vous rendez compte que quand je suis devenue dépressive, tous mes dessins sont devenus bizarres et morbides. Alors que tout le long, on m'avait vendu dans le femme là. Tout le monde connaît l'histoire, tout le monde est au courant et j'en parle tout le temps. Où est-ce que je veux dire? Mais tout le monde s'en fout parce que ça finit toujours pareil. Voici la dernière chose que je vais expliquer. Moi, de mon vécu, depuis que je suis à Genève, j'ai fait énormément de séjours dans les hôpitaux. Ça veut dire chaque fois que je me retrouvais dans un hôtel, je finissais toujours par me faire envoyer à l'hôpital. Il y a des hôpitaux où on m'a isolé, on a pris mon téléphone. Il y a des hôpitaux où on m'a tabassé. Quoi que ce soit, je finissais toujours à l'hôpital. Du coup, j'essayais de me sentir en sécurité dans l'endroit où je vivais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais tout le temps, parce que les gens m'espionnaient, ils finissaient toujours par me chasser et me mettre dehors. Parfois, on me prenait chez moi, dans ma chambre, sans même que je n'ai pris une douche. Parfois, on me prenait quand j'étais en train de dormir. Chaque fois qu'on me voyait que je commençais à être un peu seule, on commençait à entrer dans ma vie privée, essayer de me brutaliser. Et ça a duré toute ma vie, parce qu'on a toujours voulu que je sois mentalement instable. Du coup, c'est devenu traumatisant pour moi certaines choses, genre en mode. C'est devenu traumatisant pour moi de parler d'hôpitaux tout le temps et tout le temps me menacer avec les hôpitaux. Genre, tellement de ces jours, c'était devenu trop traumatisant. Du coup, j'essayais de rester chez moi. Mais chez moi n'était pas vraiment chez moi parce que je vivais dans les hôtels. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'était un peu comme du ping-pong. Oh, on ne te veut pas ici, on ne te veut pas là, on ne te veut pas ici, on ne te veut pas là. Ah, ça. C'est... on s'en fout, j'ai envie de dire. Mais la vérité, c'est que, aux yeux du monde entier, est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est les autres le problème? Parce qu'ils m'ont tout le temps envoyé dans des hôpitaux. Même quand j'essayais de faire de mon mieux, il n'y avait pas d'autre solution qui avait été trouvée pour moi. Je sais pas si vous comprenez, c'était toujours la même chose parce qu'on ne me voulait pas. Vous savez c'est quoi le pire? Souvent ils venaient dans ma chambre d'hôtel à plusieurs, genre en mode. À plusieurs ils m'embarquaient juste, après ils me mettaient à l'hôpital. Et tellement de fois, je savais que c'était toujours les gens autour de moi qui s'arrangeaient à me mettre dans les hôpitaux. Et j'ai déjà eu des amis qui disaient que il faut qu'on la fasse renvoyer à l'hôpital. Ils savaient tellement de fois parce que c'est le système que mes parents utilisaient pour tout le temps me mettre dans les mêmes situations. Et pour que je ne sois jamais prise au sérieux parce qu'on dit que je suis troublée de la tête. Un jour, il y a eu plein de policiers qui sont venus à ma porte, à l'hôtel, pour me ramener dans un hôpital. Et à côté de la porte, genre derrière, j'ai vu mon frère. Genre, il faisait comme s'il se cachait. Bref, tout ça, c'est pour vous dire que les docteurs, les institutions, ou à Genève, les institutions et les hôpitaux mentaux sont utilisés pour déstabiliser les gens qui sont différents. Et ils sont homophobes et ils n'ont pas peur de brutaliser les gens. Et je vais vous dire aussi d'autres choses. Il y a un hôpital où on m'avait mis une fois. Et à l'hôpital a été petit, il y avait trois pièces, je pense. Et dans les 3 pièces là, il y avait une chambre. Et dans la chambre là, je dormais. Donc il y avait une télé, un salon. Et les gens regardaient la télé là-bas. Puis il y avait une chambre où les gens dormaient, où je dormais. Puis un soir, je me suis endormie. Et je me suis réveillée au milieu de la nuit. Avec les mains attachées à mon lit. Pourtant, je n'avais rien fait. Je me suis réveillée avec les mains attachées à mon lit, genre les 2 mains attachées à mon lit. Parce qu'on m'avait attachée dans la nuit. Et alors que j'avais rien fait, je faisais le problème à personne. Je prenais mes médicaments. Tout ce que j'avais fait le jour-là, c'est regarder la télé. Donc les Européens voulaient que je sois vue comme quelqu'un de sévèrement mentalement instable. Et mes parents ne voulaient pas de moi, de m'envoyer tout le temps dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que j'utilisais un peu Instagram, parce que je mettais des trucs dehors, parce qu'on ne m'appréciait pas. Et ça a toujours été comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est juste plus possible. Je sais pas, si j'avais eu un enfant un jour, j'aurais passé beaucoup de temps à lui expliquer comment gérer ses émotions
Essayer de comprendre quand la personne ne se sent pas bien. Essayer de comprendre quand la personne se sent triste. Essayer de tout ça. Je trouve que c'est tellement facile de juste te dire « Ah, tu es trop bizarre, trop difficile pour moi. Je te mets dans un endroit et je laisse d'autres personnes s'occuper de toi. » Parce que d'autres personnes ne vont jamais s'occuper aussi bien de ton enfant que toi. Et parce que je trouve que les hôpitaux mentaux, je sais pas si c'est la vérité, les hôpitaux, du moins la psychiatrie, je trouve que ça traumatise au long terme. La fille de Walter Babouk est médecin. Vrai ou faux médecin, elle est médecin. Mais regardez ce qu'ils ont fait de l'enfant du président de la République. Est-ce que vous pensez que c'est quand Walter Babouk qui sera vice-président ou Ferdinand Gongo qui vont protéger Chantal Biya? Ou bien qui vont protéger Brenda Biya? Non, monsieur. Ils vont faire une seule bouchée. Les premières personnes à exécuter, ça va être Paul Biya, sa femme et leurs enfants. Personne de ce genre-là ne peut protéger Paul Biya et sa famille. Ils ont démontré la meilleure façon de protéger Paul Biya, c'est de faire que son peuple soit content. Lui donner l'eau et l'électricité, créer des emplois, la sécurité, payer les salaires des professeurs, arranger les situations des étudiants dans les universités, arranger les situations des employés et des militaires, avec leurs salaires compliqués. Arranger tout ça. Vous aurez rendu service au président de la République. En ce moment-là, le président est convaincu que si je ne suis pas là demain, je peux compter sur lui pour Moutazi. Si je ne suis pas là demain, je peux compter sur Gongo Ferdinand. Si je ne suis pas là demain, je peux compter sur Walter Babouk. Mais si tous ces gens-là sont des voleurs, comment le président va-t-il compter sur vous? Parce que vous n'avez rien démontré sur tout ce qu'il vous a donné. Vous voulez aujourd'hui que vous soyez nommé. C'est le même silo qui a fait de vous ce que vous êtes. Mais quel est le résultat de ce que vous avez fait depuis que vous avez été nommé? Walter Babouk a acheté, il fait la collection de voitures, il construit des maisons, il garde son argent dans les Émirats arabes, et non, il a des stations de carburant, il a des compagnies de taxis, il a. Mais à l'intérieur de la présidence, il y a des gens qui touchent 50 000. Qu'a-t-il fait pour aider le président à réformer l'état de salaire de quelqu'un qui travaille à la présidence, qui touche 50 000 francs? Qu'est-ce qu'il fait avec 50 000? 50 000 francs, c'est déjà tout son argent de taxi, de transport. Il y a des gens qui touchent 100 000. Alors que Walter Babouk et sa femme et ses filles et ses enfants dépensent par mois au moins 150 millions par mois pour leur train de vie. Alors que là où ils travaillent, les gens touchent 50 000. Les gens ont même parfois des arriérés de salaire. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Au secrétariat avec Gongo. Partout dans la République. Et nous avons accusé Paul Biya alors qu'il nous a tout donné. Il faut que chacun prenne donc ses responsabilités. Ce n'est pas le poste de vice-président qui fera de toi ce que tu es. Le vice-président doit sortir de là où on ne l'attend pas. Parce que vous là, sortant de vous, ce n'est que la guerre que vous appelez. Oui, monsieur. Parce que nous avons déjà trop souffert. Comme dirait quelqu'un, nous avons trop souffrance. Comme disait un internaute, nous avons trop souffrance. Donc, je crois qu'il est important pour vous de prendre conscience de ce qui reste à faire, et que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités. Et j'invite les responsables à prendre en charge Jean-Bertrand et libérer tous les enfants qui sont en prison. Libérer tous ces enfants qui sont en prison, parce que c'est plus de souffrance. Et quand les parents ont leurs enfants en prison, ces enfants-là ne peuvent pas avoir des prières positives vis-à-vis de nos parents. Quand on demande de respecter les parents qui sont aux affaires, si ces parents-là ne respectent pas leurs propres enfants, comment les enfants-là peuvent avoir des prières positives vis-à-vis d'eux? Donc tous les gens qui sont autour de Paul Biya ont poussé les Camerounais à détester le président. Oui, monsieur. Il faut qu'ils disent au président un jour pourquoi est-ce qu'ils m'ont refusé le passeport. J'ai fait quoi? Il faut poser cette question-là. Que Nouma Patrice Freeman, qu'a-t-il fait pour ne pas avoir le passeport et rentrer dans son pays, servir la nation? Il y a des gens qui n'ont pas mon niveau, qui portent des galons tous les jours. Il y a des gens qui n'ont pas de mon niveau, comme les Atanganji, les Madeleine Tchouente, la ministre des Cheveux Souris, les Ketcha Célestine. Des gens comme ça, est-ce que je peux m'asseoir avec eux pour penser au Cameroun? Non.
Elles sont compétentes ailleurs, dans un autre domaine, parce que personne n'est inutile dans la société. Ce qui fait problème, parce que vous êtes inutile dans les postes que vous ne méritez pas. Alors vous conjuguez là l'imposture à l'état pur. C'est ça qui fait problème. Aucun être humain sur cette terre n'est inutile. Chacun, dans son domaine respectif, a quelque chose à donner. Alors c'est cette imposture-là, vous retrouvez à des postes que vous ne méritez pas et que vous ne maîtrisez pas, vous n'en savez rien du tout, nous a conduit à là où nous sommes aujourd'hui. Il va donc falloir que cela change. Et cette année est une année décisive pour l'avenir du Cameroun. Et ça va changer. Just get ready. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun et chacune d'entre vous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Moi, je sais compter sur vous et je saurai toujours compter sur vous. Aussi longtemps que le Tout-Puissant me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Toujours le meilleur de moi-même. J'ai dit, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Il est droit de l'homme, Monsieur le Président. Organisation internationale, on vous a accusé de déprimer la presse indépendante et la société civile. Y a-t-il une place pour les droits de l'homme au Burkina Faso? Il y a les droits de l'homme au Burkina, c'est quoi ils appellent les droits de l'homme? Mais moi je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Vous savez, personne ne va venir ici financer des gens, les endoctriner pour détruire nos pays. Ça n'aura pas lieu. Vous savez, il y a combien d'ONG au Burkina? Vous pouvez imaginer, faites des recherches. C'est même pas des centaines, hein. C'est beaucoup. Je ne vais pas vous donner de nom. Faites des recherches. Cherchez chaque ONG fait quoi. Vous croyez vraiment que c'est humanitaire? Donc il y a des choses comme ça qu'on combat. On dit qu'on combat les droits de l'homme. C'est ça les droits de l'homme? Nous, on lutte contre le terrorisme pour sécuriser nos populations. Donc on donne le droit de vie à nos populations. C'est le premier droit, non? Le droit à la vie. Est-ce qu'on ne lutte pas pour les droits de l'homme? On se bat pour que les écoles qui sont fermées ouvrent, pour que les enfants puissent aller à l'école. Le droit à l'éducation, ce n'est pas le droit de l'homme. Qui se bat pour nous? Qui nous aide? Ces mêmes gens qui pillent tous les jours que les droits de l'homme. Personne ne nous a donné une seule cartouche pour lutter contre le terrorisme qui tue nos enfants. Pour lutter contre le terrorisme qui ferme nos écoles, qui détruisent nos écoles. Ça veut dire que les terroristes luttent contre les droits de l'homme. Nous, on lutte pour les droits de l'homme et eux, ils encouragent les terroristes. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux qui le disent. Et je vous parlais tout de suite de certaines choses qui se passent en Europe et tout. Mais c'est là-bas qu'ils luttent contre les droits de l'homme. Sinon, ici, les droits de l'homme existent. Et retenez quelque chose, les droits de l'homme viennent d'Afrique. Hein. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest ici. Les premières chartes qui parlaient des droits de l'homme, c'était ici, dans la Confédération AES, plus précisément au Mali. La charte de Kourou-Kamfouga. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains. On était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes existaient. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce que nous on fait. Nous on lutte pour la vie de nos populations. On les protège. Nos soldats meurent pour les protéger. Et on fait tout pour ouvrir nos écoles, pour les éduquer. On fait tout pour subventionner nos paysans, faire l'agriculture pour qu'ils mangent à leur faim. On fait tout pour creuser des fourrages pour que les gens aient l'eau potable. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme. Et les VDP accusés de graves violations, où sont les investigations promises? Ceux qui disent que les VDP sont accusés de graves violations, ils ont présenté quelles preuves? Nous-mêmes, qui avons pris des VDP dans certains actes, ils sont en prison. Ces VDP-là sont en prison. Et ils savent où ils sont. Et nous avons dit, quiconque
Ça, c'est pas quelqu'un... Écoutez, nous sommes majeurs. Hein. Nous sommes majeurs. Il ne faut pas que quelqu'un va nous voir comme des sous-hommes. Nous savons ce que nous faisons. Et c'est cette mentalité aussi qui est dangereuse. Parce que souvent, certains dirigeants en Occident et trucs là voient les Africains comme des sous-hommes. Et donc, ils viennent ici comme si ils doivent nous apprendre des choses. Je vous ai dit que le droit à la vie, c'est nous, on enseigne ça au reste du monde. Personne ne nous enseigne ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes avec certains VDP. Il y en a qui ont fait des bavures et autres. Ils sont en prison. C'est sans état d'âme avec ça. Maintenant, tout ce qu'ils disent là, ils ont eu quelle preuve? Rien. C'est nous, quand les gens nous accusent, on fait les investigations. Et très souvent, on part trouver que c'est ce qu'on appelle la perfidie. Les terroristes, ils viennent, ils font des massacres dans des endroits, avec souvent nos tenues. Même souvent, on dit que c'est l'armée. Et puis ils partent. Ils sont venus dans les tenues de l'armée. Oui, mais ce n'est pas nous. Ils mettent nos drapeaux, tous nos insignes, et puis ils viennent faire. Et les terroristes publient des vidéos de ça. Mais pourquoi ils ne nous voient pas? Les terroristes publient sur les réseaux sociaux des vidéos où ils sont dans nos tenues, dans nos accoutrements et tout. Ils partent faire des actions. Et puis après, ils filment donner à ces gens, à ces individus-là pour dire que ce sont des forces armées. Ils sont bien au courant parce que c'est eux-mêmes qui partent là-bas. Comment ils ont fait pour avoir le canal avec les terroristes, pour avoir des images? Comment ils font? Et il y a des gens même qui ont le culot de nous dire qu'ils ont filmé. Je me rappelle une fois, une ONG qui, par image satellite, ils ont vu des Maliens en train de commettre les forces maliennes en train de commettre des exactions. Ils n'ont même pas honte. Et ils n'ont pas l'intelligence de savoir que ce qu'ils disent n'est pas bien. Pourquoi je dis n'ont pas l'intelligence? C'est parce qu'ils voient le noir toujours comme un sous-homme. Sinon, si vous avez la capacité d'avoir des satellites pour voir des forces en train de commettre des exactions, mais vous n'avez pas de capacité d'avoir des satellites pour voir les terroristes. Vous nous insultez alors. Ici, tout notre combat, c'est pour la survie de nos populations et leur sécurité. Et on vit bien. On vit bien, on est en bonne harmonie. Sinon, bon, on ne pourrait pas aller où on veut. Et voilà, on ne pourrait pas agir. Et vous pouvez vous balader au Burkina. Hein. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Vous allez voir ce qui change au Burkina, qu'est-ce que les populations apprécient de notre révolution et tout. Et ça vous fera beaucoup de bien.